Merci de m'avoir invité à faire ce topo. Je suis ravie, j'ai été avec vous, avec les autres orateurs sur les pathologies de la grossesse qu'on peut retrouver en réanimation. Et du coup, on a dit qu'on essayait de clore la session péripartum sur un cas clinique. Donc, on va essayer de travailler ensemble pendant 3/4 d'heure sur ce cas clinique. Et puis, je vous ferai un petit rappel. N'hésitez pas quand même à me poser des questions. Alors, du coup, j'ai pas les questions qui s'affichent, mais j'espère que mes collègues, dans ces cas-là, m'interrompront puisqu'eux peuvent parler. Donc, je vais vous parler principalement des microangiopathies et de la grossesse, mais ça peut être de plein d'autres choses. Et donc, on va commencer par le cas clinique que je vais vous lire. Je vous prie de noter les choses qui sont importantes, qui vous semblent importantes sur un petit bout de papier pour pouvoir répondre aux questions après, parce que j'ai pas remis le cas clinique à chaque fois. Donc, on parle de Madame D, Laura, qui est âgée de 23 ans. Elle est adressée dans notre service de réanimation. Elle n'a pas d'antécédents. Elle vit avec son conjoint en appartement. Le 24 septembre, elle est à 30 semaines d'aménorrhée. Elle est adressée aux urgences en maternité pour protéinurie sur échantillon qui est quantifié à 1,9 g par litre. Et puis, elle a des pressions artérielles limite hautes, 140/95. Le bilan retrouve alors des plaquettes à 181 000, des transaminases, des azates à 20 et des alates à 9. Le TP est à 100%, la créatinine est à 5 mg par litre, ce qui est correct. Une échographie obstétricale de croissance est réalisée qui retrouve un poids pour l'âge au 3e percentile, un liquide amniotique normal. Le Doppler ombilical est augmenté avec une diastole positive et une égalisation cérébro-placentaire. La longueur humérale et fémorale est au 5e percentile et un petit poids estimé à 870 grammes. Elle reçoit donc une première dose de corticoïdes le 25, donc le lendemain matin de son arrivée, et elle est transférée en maternité de niveau 3. Elle reçoit également un traitement par l'oxène, par voie intraveineuse dans le contexte d'hypertension artérielle gravidique. Alors, le bilan biologique sur la surveillance des jours précédents reste inchangé, hormis la protéinurie qui continue d'augmenter, la tension étant plus ou moins bien contrôlée. Et puis, le 29 septembre au matin, elle présente des douleurs épigastriques très brutales avec des vomissements. Et ils font donc un bilan de contrôle, notamment un bilan hépatique de contrôle, qui retrouve des azates à 460, des alates à 252 et la protéinurie qui est là à 4 grammes par 24 heures. Dans ce contexte-là, une césarienne sorachie est décidée en urgence, qui permet la naissance d'une petite fille de 990 grammes. Et puis, les saignements totaux sont évalués à 330 ml. Alors, pour ma première question, je vous demande, concernant la prise en charge de cette patiente et à ce stade, quelle proposition parmi les suivantes considérez-vous comme exacte? Le transfert en réanimation de cette patiente en post-césarienne peut être utile. Le motif de transfert serait l'éclampsie. Un bilan complet comportant un bilan rénal, hépatique et coagulolytique est utile. Une imagerie hépatique et des voies urinaires n'est pas nécessaire. La réalisation d'un ECG est indispensable. La réalisation d'une radiographie de thorax est indispensable. Donc, je vous laisse répondre. C'est moi qui mets fin au vote, je suppose. Vous pouvez, oui, comme vous souhaitez. Bon, c'est vous, je vous laisse mettre fin au vote. Allez, il y a quasiment tout le monde qui a voté, donc je mets fin au vote. Ok, alors,
Donc, pour les commentaires, du coup, je ne peux pas passer ma diapo suivante, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas grave. Donc, pour les commentaires, le transfert en réanimation de cette patiente en post-césarienne peut être utile, oui. Alors, ça dépend un petit peu de la structure que vous avez. Nous, à Lille, principalement, on préfère les surveiller en réanimation, d'autant plus qu'on le verra après pourquoi. Dans d'autres structures, ces patientes restent parfois en maternité. La surveillance n'est pas aussi optimisée, notamment pour ce qui est de l'hypertension artérielle. On verra l'importance de cette surveillance. Donc, moi, je pense que ces patientes doivent être transférées en réanimation, au moins pour les 2-3 jours qui suivent. Le motif de transfert serait l'éclampsie. Bien sûr, vous avez mis non. Ça ne peut pas être l'éclampsie, parce que l'éclampsie, par définition, est la convulsion dans le péripartum. Hein, je vous rappelle, une crise convulsive chez une femme enceinte, 3e trimestre, et dans les 6 semaines après l'accouchement. C'est la définition de l'éclampsie. Par contre, on peut parler de prééclampsie chez cette patiente. Un bilan complet comportant un bilan rénal, hépatique et coagulolytique est utile, bien sûr, indépendamment d'être utile, il est indispensable. Une imagerie hépatique et des voies urinaires n'est pas nécessaire. Alors, vous avez répondu qu'elle n'était pas nécessaire, elle est, à mon sens, indispensable et on verra après pourquoi. Cette patiente a une atteinte hépatique avec une cytolyse hépatique, elle a une douleur épigastrique, il peut y avoir des complications importantes, donc il est indispensable de faire l'imagerie hépatique. Et pour les voies urinaires, également, il faut aller vérifier, et on le verra après sur le bilan de contrôle, si il y a la morphologie rénale reste normale. La réalisation d'un électrocardiogramme est indispensable, oui, parce que sur des douleurs épigastriques chez la femme enceinte, il peut, notamment avec l'hypertension artérielle, il peut y avoir des atteintes cardiaques, ischémiques, et surtout, alors là, elle n'a pas la douleur typique qui est migrante, mais il peut y avoir le nom maintenant m'échappe, mais ça me reviendra, qui peuvent se voir à l'électrocardiogramme. Par contre, la radiographie de thorax, il n'y a aucune symptomatologie respiratoire. Pour moi, elle n'est pas indispensable dans un premier temps. Comment je fais là? Il faut juste que vous fermiez la fenêtre. Je ferme la fenêtre. Ah, et là, j'ai tout perdu. Donc là, hop, donc je recommence et je continue. Alors, en post-césarienne, la patiente est transférée en réanimation. À l'arrivée en réanimation, à l'examen clinique, elle fait 68 kg pour 1,55 m. Sa fréquence cardiaque est à 106 battements par minute. Sa pression artérielle est à 147 à 96. La fréquence respiratoire à 28 cycles par minute. Une saturation à 94% en air ambiant. La diurèse des dernières 24 heures est chiffrée à 400 ml. Sur le plan neurologique, elle n'a pas de céphalée, ni de fluide visuel, elle n'a pas d'acouphène, pas de déficit, pas d'anomalie d'hypercarnienne. Par contre, elle a des réflexes ostéo qui sont vifs, polycinétiques, non diffus. On pourrait dire qu'elle a un signe de Hoffmann de manière bilatérale et un petit Baminski. Elle a un Glasgow 15, elle est consciente et orientée. L'abdomen, il y a une sensibilité en hypochondre droit. Il n'y a rien de spécial sur la cicatrice de césarienne et puis le reste de l'examen est sans particularité. Sur le plan biologique, le bilan donc en post-césar retrouve une IRE à 0,8, une créatinine à 10 mg par litre, une CRP à 88, la PCT est chiffrée à 6,7, la natrémie à 134, 5,2 de kaliémie, un chlore à 106, une phosphorémie à 44, le magnésium est à 34, la luminémie à 25, elle a une natriurèse qui est verrouillée inférieure à 20. Le bilan hépatique montre une bilirubine totale sur direct à 38 à 12, des azates à 836, des alates à 320, des plaquettes à 82 000. L'apto est effondré inférieur à 0,15,
l'hémoglobine est à 10,5 et le TP à 66%. Elle bénéficie d'un scanner qui retrouve une discrète lame d'épanchement liquidien intrapéritonéal, prédominant en périhépatique, dans les gouttières paracoliques et au niveau du pelvis. Il n'y a pas de dilatation des cavités pédocalicielles, le foie a une morphologie normale et on retrouve une hypodensité vésiculaire sans calcul. Ça va? Alors, ma deuxième question, quelles sont les propositions qui sont vraies pour cette patiente? La patiente présente des critères de gravité. Seule l'hypertension artérielle est un critère de gravité. Une imagerie cérébrale n'est pas indiquée. La recherche d'un foyer infectieux est une urgence du fait du résultat du bilan inflammatoire et la réalisation d'un fond d'œil pourrait être utile. Je mets fin au vote. OK. Donc, non, là, tu me laisses travailler, lui, tu t'en vas. Donc, sur les commentaires, je vais fermer ça et je vais vous mettre la suite. Donc, effectivement, la patiente, elle présente des critères de gravité. Il y en a plusieurs. Hein. Les signes neurologiques, le fait qu'elle ait une atteinte neurologique est un critère de gravité. Elle a des signes d'hémolyse. Elle a une insuffisance rénale aiguë, 10 de créate, 0,8 d'urée, chez une femme enceinte et même en postpartum. Hein. Normalement, la créatinine est diminuée. Vous aviez vu ça avec Laurent Robriquet. Donc, elle a doublé sa créatinine en 24 heures. Hein, c'est important. Et ça laisse supposer qu'il peut y avoir une insuffisance rénale. Elle a une cytolyse qui est très importante et elle a un TP qui a diminué. Il était normal avant l'accouchement et là, il est à 66% alors qu'elle n'a pas saigné. Donc, seul l'HTA est un critère de gravité, c'est faux. Hein, au contraire, elle a d'autres critères de gravité, notamment l'atteinte des autres, la défaillance multiviscérale, on va dire. L'imagerie cérébrale se discute parce qu'elle a des signes d'irritation pyramidale. Je vous ai parlé du Hoffmann bilatéral. Elle a des réflexes vifs. Dans un premier temps, comme elle n'a aucun autre signe clinique, je dirais qu'on n'est pas obligé de faire l'IRM cérébral. Cependant, à la moindre aggravation, il faudrait recourir et faire une imagerie cérébrale. La recherche d'un foyer infectieux est une urgence. Eh bien, non, pour moi, ce n'est pas une urgence parce qu'un bilan inflammatoire, une CRP élevée, une PCT élevée, c'est assez classique chez la femme enceinte. La CRP, c'est sûr. La PCT, on ne sait pas quoi en faire chez la femme enceinte. Donc, s'il n'y a pas une histoire clinique qui fait évoquer un problème infectieux, spontanément, c'est pas la première chose à faire, en tout cas, de rechercher le foyer infectieux. On le fera bien sûr hein, s'il y a persistance, s'il y a des autres signes qui font évoquer une pathologie infectieuse, mais on ne le fera pas dans un premier temps, surtout dans le contexte actuel de cette patiente. Et la réalisation d'un fond d'œil pourrait être utile, oui, parce qu'il permet de dater l'HTA. En fait, ces patientes-là, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'a commencé l'hypertension artérielle. La majorité du temps, le fond d'œil est strictement normal. Cependant, si l'hypertension était très sévère, il peut y avoir une atteinte au fond d'œil. Et surtout, si l'hypertension artérielle a duré avant que la patiente arrive à l'hôpital, eh ben, il peut y avoir une atteinte au fond d'œil. Donc, c'est un critère de gravité et on est rassuré quand le fond d'œil est normal chez ces patientes. Alors, concernant le bilan réalisé chez cette patiente, il est complet. Il permet le diagnostic de HELP avec MAT hépatique. Il est inutile de doser le complément et l'ADAMS 13. Il permet d'éliminer un hématome sous-capsulaire du foie et une évaluation cardiaque est indispensable. Moi, je ne vois plus le vote. Je l'ouvre. Ah, d'accord.
Voilà, alors je vous laisse voter. Juste merci. Il y a une question d'un étudiant. Oui. L'imagerie en termes à la fois de pronostic ou un intérêt pour mise en place de certaines thérapeutiques. L'imagerie quoi? L'imagerie hépatique? Cérébrale. Alors, l'imagerie cérébrale, elle est importante, effectivement. Elle est importante parce que s'il y a un pré-syndrome à l'IRM cérébral, c'est pour ça que généralement, on fait dans ces contextes-là une IRM plutôt qu'un scanner. Le scanner ne va nous servir qu'à éliminer une hémorragie cérébrale quand elles sont symptomatiques. Donc, on préfère l'IRM. L'IRM va être importante pour éliminer un pré-syndrome ou vérifier s'il y en a un ou pas. Et puis, éliminer un syndrome de vasoconstriction réversible, éliminer une thrombophlébite cérébrale s'il y avait des céphalées, etc. Et s'il y a des stigmates, il y a un risque d'AVC secondairement qui est plus important chez ces patientes-là. Et donc, parce qu'il y a une atteinte endothéliale cérébrale qui augmente le risque d'AVC. Donc oui, ça va pas changer la thérapeutique, mais par contre, ça va changer la surveillance et c'est des patientes qui devront être vues après en neurologie. Je mets fin au vote. Oui. Alors, le bilan est complet. Non. Il permet le diagnostic de maths. On va voir. Il est inutile de doser le complément. Bof. Éliminer un hématome sous-capsulaire du foie. 32%, oui, effectivement. Et puis, l'évaluation cardiaque est indispensable. Oui, je pense qu'elle l'est. Donc, je mets le sondage de côté parce que sinon, je ne peux pas vous passer la diapo. Donc, pour moi, le bilan n'est pas complet parce que dans le bilan, je ne vous ai pas parlé du bilan d'hémolyse, notamment les LDH, qui sont indispensables à doser et qui vont vous être très utiles pour la surveillance de la thérapeutique. Donc, il faut doser les LDH, les schizocytes, parce que généralement, dans ces tableaux-là, ils sont élevés. Hein, ils font partie du diagnostic de maths et donc il faut les schizos. Et puis, il faut un bilan de CIVD parce que on le verra aussi après, il peut y avoir comme complication la CIVD et donc c'est un critère de surveillance également. Donc il faut faire un bilan de CIVD complet avec bien sûr le TP, le TCA, surtout bien sûr le fibrinogène, si possible les facteurs de la coagulation et puis les dédimères. Il faut également, et on le reverra après, la recherche d'une carence en vitamine B12 et en folate. Dans ces tableaux d'anémie hémolytique du péripartum, c'est important. Et puis, il faut un bilan rénal parce qu'elle est en train de développer une insuffisance rénale. Il faut avoir le dosage pour pouvoir faire le diagnostic de syndrome néphrotique, dont l'albuminémie, éventuellement l'électrophorèse des protéines, et puis bien sûr la protéinurie des 24 heures qui est à surveiller de manière quotidienne. Donc le bilan, il permet le diagnostic de maths de HELP avec maths hépatique. Et globalement, c'est ce qu'on suspecte, mais le bilan n'était pas complet chez cette patiente, donc on ne peut pas faire le diagnostic complet. Il est utile, et on le reverra après, de doser d'emblée quand vous avez des stigmates de maths, le complément et la DAMS 13 pour être sûr qu'il n'y ait pas une maths primitive en dessous qui pourrait être déclenchée par la grossesse, mais on le reverra après. Le bilan nous a permis d'éliminer l'hématome sous-capsulaire du foie et c'est pour ça que chez ces patientes, il est indispensable de faire une imagerie hépatique. L'échographie peut suffire, cependant, on préfère le scanner et l'hématome souvent se voit soit à l'écho, soit au scanner. Et puis, il est indispensable de faire une évaluation cardiaque, d'abord sur le plan volémique, mais aussi parce qu'il peut y avoir un retentissement cardiaque de l'hypertension artérielle. Et donc, il faut faire une échographie cardiaque chez ces patientes-là.
Alors, je vous ai fait un petit rappel avant qu'on continue le cas clinique pour voir un petit peu la fréquence des admissions obstétricales. Je vous ai montré un petit peu ce que nous, on a comme recrutement sur les 10 dernières, enfin sur 10 ans. Hein, c'est une étude qu'on a fait il y a un petit moment maintenant. Et puis, je vous ai donné les résultats qui sont faits dans d'autres centres, et notamment au niveau de la littérature. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, nous, la mortalité, elle est très basse. Néanmoins, la mortalité, quand on perd une femme enceinte, et en général, c'est une par an. Là, depuis 2 ans, on n'a pas eu de décès maternel, mais une femme enceinte par an, c'est toujours trop. Donc, ou dans le péripartum, c'est toujours trop. Donc, on essaye de travailler là-dessus. Vous voyez que notre recrutement est dans les services de réanimation, c'est quasiment partout comme ça. C'est surtout la pathologie endothéliale et donc l'hypertension artérielle de la grossesse, hein, qui est une grosse pourvoyeuse d'admission. Et puis, sinon, c'est l'hémorragie de la délivrance, en sachant que les pathologies peuvent être intriquées. Le Chag est quelque chose de rare et de plus en plus rare, hein, parce qu'on a une diminution, et on le reverra sur la diapositive suivante, cette diminution continue sur les années après. Et puis après, il y a la pathologie septique et notamment d'insuffisance cardio-respiratoire sur des pathologies septiques. Donc, le HELP, c'est entre 0,5 et 0,9% de toutes les grossesses, et on le retrouve à peu près entre 10 à 20% des cas de prééclampsie sévère qui sont admis dans les services. Dans 70% des cas, le HELP se déclenche entre la 27e et la 37e semaine, donc le plus souvent avant l'accouchement, mais il peut survenir à peu près dans 18 à 20% des cas dans les suites de l'accouchement. Et puis, il y a des HELP complets, mais il y a des HELP incomplets. Donc, l'hypertension artérielle n'est pas forcément et n'est pas tout le temps présente. Alors ici, c'est pour vous montrer dans les complications spécifiques de la grossesse. Vous voyez qu'on a eu une évolution en jaune, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Et quand on a parlé la semaine dernière avec Mathias de l'insuffisance rénale, notamment sur les traitements antifibrinolytiques, eh ben, quand on avait fait la déclaration, c'est parce qu'on s'était rendu compte en 2011-2012 de cette augmentation très importante de l'insuffisance rénale aiguë, qui était contemporaine également d'une augmentation des hémorragies de la délivrance et des hémorragies du postpartum. Donc, c'est là où on avait fait la déclaration, parce que c'était là où on utilisait des fortes doses à l'époque en maternité d'acide tranexamique. Voilà, pour ce qui est du HELP, vous voyez que le HELP, eh ben, il y a une espèce d'augmentation aussi du HELP qui chez les patientes, hein, qu'on observe, alors qu'on a une diminution, et ça continuait sur les années suivantes jusqu'à maintenant, d'une diminution de l'éclampsie. L'éclampsie est devenue une pathologie rare qu'on observe plus rarement, probablement due à un meilleur suivi des grossesses et des femmes qui présentent une hypertension artérielle. Et donc, en général, quand il y a une éclampsie, c'est souvent des patientes qui ont eu un mauvais suivi de leur grossesse. Alors, pour ce qui est du diagnostic, hein, pour le HELP syndrome, hein, je vous le rappelle quand même, hein, c'est hémolyse, cystolyse hépatique et puis thrombopénie sévère inférieure à 100 000. Donc, il faut quand même vérifier les schizos et puis la négativité du test de Coombs. Et puis, il faut bien sûr doser LDH, Billy, Apto, et puis bien sûr rechercher la cytolyse et donc faire le bilan hépatique. Et puis, vous connaissez tous les schizocytes. Donc, voilà, je continue. Donc, c'est une microangiopathie thrombotique. C'est une microangiopathie thrombotique qui atteint le foie et qui fait partie des microangiopathies secondaires et secondaires à la grossesse. Donc, elle associe des microthromboses par hyperagrégation plaquettaire, hein, et ces microthromboses, eh ben, elles sont dues à une hyperagrégabilité plaquettaire, et donc elles sont responsables d'une thrombopénie. Il y a une fragmentation érythrocytaire et puis il y a une défaillance viscérale avec l'apparition de ces microthromboses au niveau endothélial et puis dans les sinusoïdes hépatiques.
Alors, ce qu'on voit au niveau de l'endothélium, on le voit au niveau du foie. Et au niveau du foie, ce que ça fait, c'est des plages de nécrose, en fait, qui peuvent être très importantes sur des HELP sévères, qu'on peut voir au scanner avec des plages ischémiques décrites par nos confrères radiologues. Et puis, ça peut saigner et ça peut donner aussi des ruptures hépatiques. Et donc, un hématome sous-capsulaire du foie peut donner la même symptomatologie que cette patiente avait présentée à la phase initiale, la douleur hépatique, les vomissements, et puis souvent il y a une anémie associée. Et donc, c'est pour ça qu'il est indispensable de faire une imagerie. Et c'est vraiment à cause des plages d'ischémie suite à la MAT hépatique. Voilà. Donc, si jamais vous suspectez un HELP chez une femme qui malheureusement va décéder, il est indispensable de faire une autopsie pour évaluer un petit peu la nécrose hépatique. Alors, nous continuons notre cas clinique. Quelles sont les propositions exactes devant le tableau que présente cette patiente? Donc, Laura. Le diagnostic de stéatose aiguë, hépatique aiguë gravidique peut être récusé. La prise en charge de l'hypertension artérielle est indispensable avec un contrôle strict de celle-ci. Le remplissage peut être nécessaire. Devant ce tableau clinique, une carence en vitamine B12 doit être recherchée et le seul traitement du HELP est l'accouchement. Je mets fin au vote. OK. Alors, j'efface ça pour que vous puissiez voir la suite. Clac, OK. Donc, effectivement, les propositions exactes, c'est... Alors, le tableau présente cette patiente. Le CHAG, il est peu probable. On peut quasiment l'éliminer. Le CHAG, ça donne une insuffisance hépatique, une insuffisance hépatocellulaire et surtout une hépatite rétentionnelle. Pourquoi? Parce que le CHAG, c'est une stéatose aiguë gravidique. Et cette stéatose, elle va boucher les sinusoïdes hépatiques et il va y avoir vraiment un tableau de rétention biliaire. Donc, chez cette patiente, on peut dire qu'il n'y a pas de stigmate d'insuffisance hépatocellulaire et surtout, il n'y a pas beaucoup d'hyperbilirubinémie et généralement, les CHAG, ils ont une hyperbilirubinémie sévère. La prise en charge de l'HTA est indispensable avec un contrôle strict de celle-ci, oui, parce que la MAT est favorisée et arrive sur un terrain de prééclampsie, donc il est indispensable de la contrôler avec une diastolique qui ne doit pas dépasser 80 de diastolique. Et c'est indispensable si on veut contrôler la MAT. Donc, il faut surveiller de manière très rapprochée la tension chez ces patientes, mettre un traitement antihypertenseur par voie intraveineuse et puis généralement les plaquettes, si elles ne évoluent pas, c'est parce que la tension n'est pas correctement contrôlée. Donc ça, c'est vraiment absolument majeur. Donc il faut aussi insister auprès des infirmières pour qu'elles surveillent correctement la tension et pas simplement une fois par 3 heures. Le remplissage pourrait être nécessaire. Alors, chez les patientes prééclamptiques, il y a des prééclamptiques qui sont plutôt florides, bourrées d'œdème, bourrées d'épanchement au niveau des séreuses. Et puis, il y en a qui sont plutôt sèches et qui sont plutôt hypovolémiques. Et donc celle-là, généralement, si on ne contrôle pas l'hypovolémie, on a plus de mal à contrôler l'hypertension artérielle. Donc, il faut évaluer sur le plan hémodynamique, ce qui n'est pas forcément simple parce que l'échographie cardiaque d'une femme enceinte, ce n'est pas la même chose qu'une femme non enceinte. Donc, il faut avoir une certaine habitude, mais parfois, ça peut être nécessaire.
Attention quand même à ne pas les mettre en OAP, surtout s'il y a une atteinte rénale. Devant le tableau clinique, la carence en vitamine B12 doit être systématiquement recherchée, on le verra. Ça donne des tableaux de pseudo-HELP, les carences en B12 et en folate. Et donc, il faut compenser ces carences en vitamine B12 qui sont relativement fréquentes chez nos malades, chez ces patientes. Et puis, le seul traitement du HELP est l'accouchement. Non, ce n'est pas que le seul traitement. On verra après. Il y a l'accouchement, bien sûr, mais il y a aussi le contrôle tensionnel. Si l'hypertension artérielle persiste, la MAT va continuer d'évoluer. Alors, sur le plan des diagnostics différentiels, j'ai parlé un petit peu du CHAG. Devant toute MAT et devant tout HELP syndrome, on est devant une anémie hémolytique, une thrombopénie et une défaillance d'organes qui est variable et qui touche souvent le foie, mais qui peut aussi associer le rein. Donc, il vous faut évoquer le SHU, qui va avoir une atteinte rénale glomérulaire prédominante, le PTT, qui a généralement une atteinte neurologique et cardiaque prédominante et sans cytolyse hépatique, mais en tout cas, il faut évoquer les MAT primaires, c'est indispensable. Il faut évoquer les autres MAT secondaires, comme le syndrome catastrophique des antiphospholipides, donc le CAPS, qui s'associe avec ce thrombose, allongement du TCA, et puis bien sûr les auto-anticorps. Et puis, il vous faut évoquer les autres diagnostics différentiels de l'atteinte hépatique au cours de la grossesse, donc le CHAG, la stéatose hépatique aiguë gravidique, on en reparlera avec des signes de CIVD, surtout d'insuffisance hépatocellulaire et de rétention biliaire, et puis les carences B12 et folate, on l'a vu tout à l'heure. Alors, le HELP, si on fait le comparatif, le HELP, par rapport au PTT, par rapport au CHU et par rapport au CHAG, vous voyez qu'ils ont tous une hémolyse, sauf le CHAG. Il n'y a pas d'hémolyse dans le CHAG. Il peut y avoir, de manière exceptionnelle, quand c'est sur un terrain de forte prééclampsie, il peut y avoir une petite hémolyse, mais c'est exceptionnel. Les schizocytes, ils sont souvent moins importants que dans PTT et SHU. Si vous avez des schizos au-dessus de 5%, attention, il y a peut-être autre chose en dessous. Les LDH sont très élevés dans les 3 MAT principales, normal dans le CHAG. Les enzymes hépatiques peuvent être élevées dans le CHAG et dans le HELP, exceptionnellement dans le PTT et le SHU. La protéinurie, surtout LPSHU, rarement PTT et très rarement dans le CHAG. Par contre, la thrombopénie est souvent beaucoup plus sévère dans le PTT que dans les deux autres. Et puis, il n'y a pas de thrombopénie normalement dans le CHAG. On a une atteinte rénale prédominante dans le SHU, bien sûr. Et puis, facteur 5 et TP, normalement, il n'y a pas de CIVD. Il n'y a pas de CIVD dans le HELP, ni dans aucune MAT. Le seul problème chez la femme enceinte, c'est que vous pouvez avoir une MAT avec une CIVD, notamment chez les femmes qui ont fait un hématome rétroplacentaire ou qui ont fait une hémorragie de la délivrance. Donc attention, ça va être toute la difficulté. C'est la patiente qui vient pour hémorragie de la délivrance dans un contexte de prééclampsie et qui donc a une CIVD dans le cadre de son hémorragie de la délivrance et puis qui en plus a une MAT. Et donc, ça va être ça la difficulté du diagnostic. Dans les CHAG, c'est vraiment de l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, le fibrinogène est aussi souvent très diminué et facteur 5, TP sont effondrés. La bilirubine, on est surtout dans le CHAG sur la rétention biliaire. Le PTT, il peut y avoir une hyperbilirubinémie, mais elle est libre sur l'hémolyse. Il n'y a pas de CIVD dans le HELP, jamais dans PTT et CHU, et il peut y en avoir dans le CHAG, surtout avec l'hypofibrinogénémie. Les hypoglycémies, c'est que dans le CHAG. La DAMS 13, alors la DAMS 13, on va le revoir, elle est détectable dans les 3, et en général dans le PTT, elle est indétectable. Mais on va revoir un petit peu ça parce que la DAMS 13 évolue dans la grossesse de manière particulière. Et puis, vous connaissez les dysfonctions, le foie pour le HELP, le cerveau pour le PTT et le SHU pour le rein, et puis abdominal et surtout le foie
pour le CHAG, en sachant que le CHAG s'accompagne très souvent d'un épanchement intra-abdominal, donc d'acide, hein, et puis de d'épanchements pleuraux, d'épanchements péricardiques sur hypoalbuminés. Donc, maths et grossesse, hein, attention, vous avez les maths secondaires, qui est la maths de la grossesse, et puis vous avez les maths primitives. Alors, c'est une individualisation qui est justifiée parce que, globalement, vous savez comme moi que la maths survient en majorité chez des femmes et puis souvent en âge de procréer. Et donc, au décours d'une grossesse, et la grossesse peut être le terrain favorisant de la survenue d'une maths. Donc, attention, grossesse postpartum, c'est le terrain propice à la découverte ou à la survenue d'une maths d'autres étiologies. Bon, le diagnostic différentiel, je ne reviendrai pas sur les maths. Il faut vraiment y penser systématiquement parce que vous devez éliminer devant tout HELP le PTT et puis le SHU et puis bien sûr le catastrophique des antiphospholipides. Alors cancer et transplantation, c'est quand même très particulier. Donc on va souvent avoir des doutes sur ces situations-là et il va falloir quand même aller rechercher les critères, l'évolution, parce que tout ça va être différent si on est dans le cadre d'une maths secondaire ou d'une maths primitive et surtout la prise en charge thérapeutique. Donc, le diagnostic doit se faire de manière très précoce. Il faut vite y penser dès qu'il y a des stigmates d'hémolyse. Et puis, pour faire éventuellement le diagnostic différentiel et éliminer les diagnostics différentiels. Donc, moi, je vous recommande, devant toute maths dans le péripartum, de faire un bilan exhaustif. Ce bilan exhaustif, bien sûr, c'est le bilan d'hémolyse, le bilan rénal, le bilan hépatique, attention à la lipasémie, parce que souvent on a aussi une atteinte très épigastrique. Les folates et les B12, systématiquement. CPK et troponine à cause du retentissement cardiaque potentiel. La CIVD, voilà, les ANCA, les ANA et les antiphospholipides. Rechercher éventuellement la vérotoxine, surtout s'il y a une histoire de diarrhée, ce qui est possible. Attention au VIH qui donne des maths également, et puis le CMV. Et puis, il faut faire les bilans spécifiques, si vous avez la possibilité. Une activité Adams 13 et la recherche d'anticorps anti-Adams 13, si l'activité Adams 13 est modifiée. Le complexe et les fractions, et la recherche des anticorps anti-facteur H, et la recherche de mutations, facteur H, facteur I, MCP et C3. Donc, nous, on le fait systématiquement en cas de maths identifiée et en cas de HELP syndrome, surtout si l'évolution ne se fait pas rapidement dans le bon sens. Alors, l'Adams 13, attention, l'activité Adams 13 est modifiée au cours de la grossesse normale. Vous voyez qu'elle va diminuer. Normalement, elle doit être aux alentours de 100%. Vous voyez qu'elle diminue au cours du premier trimestre, beaucoup au cours du troisième trimestre. Elle remonte dans le postpartum et elle diminue d'autant plus qu'on est chez la primipare. Donc, bien sûr, l'Adams 13 va, lors de votre dosage, peut-être diminuer. Dans le cadre d'un PTT, l'Adams 13, elle est inférieure à 1%, donc elle est effondrée. Donc, c'est comme ça que vous faites le diagnostic, mais ne faites pas un diagnostic de PTT parce que l'Adams 13 est à 80 ou à 70%. Ça, c'est du fait de la grossesse, tout simplement. Et puis, au cours de la grossesse, je vous ai montré ici un petit peu comment évoluer au cours du HELP. Vous voyez que globalement, l'Adams 13 est diminué d'autant plus qu'il y a un HELP avec du von Willebrand qui est un témoin de l'activation et de l'atteinte endothéliale qui est généralement très élevée. Et puis avec des multimères de von Willebrand qui sont élevés également, pareil que chez les patientes qui sont non gravides. Dans la grossesse normale, l'Adams 13 diminue, mais diminue moins que dans le HELP. Et le von Willebrand est également élevé, mais c'est simplement un témoin de l'activation de l'endothélium chez la femme enceinte. Et puis vous voyez qu'en post-HELP, tout ça se normalise, comme chez les patientes non gravides.
Donc, il faut connaître ces modifications-là. Je pense que c'est important. Alors, la carence en vitamine B12 et en folate, il y a eu pas mal de cas cliniques. Nous, on le dose de manière systématique. Ça a été publié en 2009, plus tôt et plus tard également, comme quoi ça donnait des vrais syndromes, des vrais pseudo-HELP syndromes, et que quand on corrigeait, qui traînent, et quand on corrige la carence en vitamine B12, ben, ça ce que les schizos se normalisent, et puis le foie se normalise, et tout rentre dans l'ordre, notamment chez des patientes qui avaient des HELP avec très peu d'hypertension artérielle. Donc, gardez ça en mémoire. Alors, dans les jours suivants, la patiente va aggraver son insuffisance rénale et sa thrombopénie. Et donc, voilà ma question numéro 5. Quelles sont les complications du HELP? L'insuffisance rénale aiguë est une complication possible. La CIVD est une complication classique. Un hématome sous-capsulaire du foie nécessite un geste chirurgical. L'évolution est le plus souvent favorable. L'HRP est la complication la plus fréquente. Hématome rétroplacentaire. Juste pendant le vote, merci. Est-ce qu'il y a des médicaments antihypertenseurs spécifiques à utiliser dans ce contexte-là? Non, il faut utiliser les mêmes que nous utilisons dans le cadre de la pré-éclampsie, donc utiliser le Trandate. En général, on fait le Trandate en continu en IVSE, éventuellement le Loxène. Quand il y a une hypertension artérielle sévère, parfois il faut un double traitement, deux médicaments. Donc le Loxène en ajustement, et puis très rapidement, dès que c'est possible, introduire les IEC. Merci. Il faut me faire le temps, Dominique, hein, s'il te plaît. Quand on est à 45 minutes, il faut m'arrêter, d'accord? 45 minutes depuis le début? Ouais. Nous y sommes presque. Ah, d'accord. Bon, bah alors on va finir le cas clinique. Hein. Je vais aller plus vite. Donc, vous mettez presque tous l'insuffisance rénale. Oui, la complication possible. La CIVD est une complication. Alors, l'insuffisance rénale, quand on est dans un HELP sur pré-éclampsie est classique, l'insuffisance rénale, c'est une nécrose tubulaire aiguë. Hein. Ça n'est pas une atteinte de MAT dans le rein. Si on les biopsie, c'est une nécrose tubulaire aiguë. La CIVD, c'est une complication classique, on va le revoir, dans l'ordre de 15%. Donc, attention. L'hématome sous-capsulaire du foie, on n'y touche jamais, d'accord? Moi, j'ai des souvenirs de patientes où le chirurgien a été touché pour vérifier s'il y avait un hématome sous-capsulaire du foie. Quand ça explose, c'est la catastrophe. Donc, il faut paquer les patientes. On en a perdu une ou deux comme ça. Et donc, on ne touche pas l'hématome sous-capsulaire du foie. On le regarde, on le surveille, il se résorbe. Les patientes sortent avec leur hématome, elles ont une vie normale. On peut mettre une ceinture de sécurité. Il n'y a aucun risque. Bien sûr, il ne faut pas aller faire le punching ball sur le foie, mais globalement, ça se résorbe et on n'y touche vraiment jamais. L'évolution est le plus souvent favorable, oui, et l'HRP est la complication la plus fréquente. On va voir. Donc, le rein, je vous l'ai dit, hein, c'est possible, 8% des cas, et c'est une nécrose tubulaire aiguë. La CIVD, elle est d'autant plus présente qu'il y a une hémorragie de la délivrance. Non? Sinon, spontanément, il y a rarement de la CIVD. Le geste chirurgical, on en a parlé. La mortalité, c'est 1%, donc l'évolution est le plus souvent favorable. Il y a très peu de mortalité, cependant, quand on perd une femme enceinte, c'est toujours compliqué. Et puis l'HRP, effectivement, c'est en deuxième position, on est à 16%. Alors, l'évolution des plaquettes, qu'est-ce qui est important? S'il y a un message que vous devez retenir, pour moi, c'est que le diagnostic est difficile de HELP, et d'autant plus qu'elles ont saigné. Donc là, c'est les prééclamptiques, là, c'est les hémorragies du péripartum, et là, c'est le HELP. Vous voyez, les prééclamptiques standards, la thrombopénie est rarement extrêmement sévère, contrairement au HELP ou au postpartum ou à l'hémorragique. D'accord? Dans un HELP, ça peut continuer de descendre, alors que généralement, sur une hémorragie de la délivrance, très rapidement, elles vont se stabiliser et se normaliser.
Le HELP, ça peut continuer de descendre, il faut qu'à J3, ça remonte. Si ça ne remonte pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Soit elle thrombose avec une thromboseptique, soit il y a autre chose, un PTT, un SHU, n'importe quoi, mais il y a autre chose. Donc retenez, si vous avez quelque chose à retenir, à partir de J3, si entre J3 et J4, ça ne commence pas à remonter, vous devez chercher autre chose. De la même manière, vous pouvez avoir une altération du TP, hein, on l'a vu, cette patiente, elle avait 66%. Généralement, le TP est très bas chez les hémorragiques. Moins sévèrement, il peut être diminué dans le HELP à la phase initiale, juste au moment de l'accouchement. Les prééclamptiques, rarement de CIVD ou d'atteinte de la coagulation si elles n'ont pas saigné, je dis bien. Donc, et dans le HELP, ça se normalise très rapidement, pareil que pour l'hémorragie. Voilà. Et donc, l'autre chose, on avait fait une étude, mais bon, ça, vous aurez le diaporama de toute façon, hein, comme quoi, vous voyez, la persistance de la thrombopénie sévère, PTT et HELP pouvaient être différenciés. Si on est moins de 60 000 avec une thrombopénie très sévère, attention au PTT, il faut rechercher, c'est pour ça qu'il faut doser l'ADAMS 13. Hein. D'accord? Thrombopénie et anémie sont plus sévères dans le PTT que dans le HELP. Et l'autre chose, l'insuffisance rénale. Alors, l'insuffisance rénale, on a parlé l'autre jour de la nécrose corticale, notamment sur les hémorragies du péripartum. Alors, on peut faire des IRM. Moi, les IRM, on les fait à distance, on ne les fait pas tout de suite. Et il y a classiquement dans les nécroses corticales des liserés, comme ça, hypodenses autour des reins, qui font le diagnostic de nécrose corticale. On ne fait pas d'IRM à la phase aiguë. Il faut éliminer l'insuffisance rénale obstructive, hein, que vous savez classiquement, l'utérus peut provoquer une dilatation des cavités piélo-calicielles. Donc, il faut éliminer ça. Mais on peut faire des IRM sur les nécroses corticales dans les suites des hémorragies du postpartum chez ces patientes qui peuvent développer un HELP ou une MAT du péripartum. Donc là, on fera l'IRM, mais à distance, pour faire la différence entre nécrose corticale secondaire à l'hémorragie du péripartum ou nécrose tubulaire aiguë sur le HELP syndrome ou la prééclampsie. D'accord ? Alors, quelles sont les propositions exactes ? La MAT de la grossesse est une MAT secondaire. Le profil hémostatique particulier de la grossesse explique sa constitution. Le traitement passe par le traitement antihypertenseur et le HELP ne survient jamais en postpartum. Le pronostic de ces patientes à long terme n'est pas modifié. On va accélérer. Donc, la MAT secondaire, oui. Le profil hémostatique, ça explique sa constitution. Le traitement antihypertenseur est très important. Le HELP ne survient jamais en postpartum, vous ne savez pas. Et ça peut survenir en postpartum, enfin c'est faux, oui. Et le pronostic de ces patientes n'est pas modifié. On va revoir que malheureusement, si. Donc, c'est une MAT secondaire, donc la constitution, oui. Le traitement passe par l'anti-HR et survient jamais en postpartum, si c'est 20% en postpartum. Et puis, le pronostic, vous voyez que chez les patientes qui vont poser un problème d'hypertension artérielle du péripartum, globalement, il y a un risque qui va être important sur le plan cardiovasculaire dans la suite, que ce soit sur l'hypertension artérielle à l'âge adulte, mature, on va dire, au-delà de 50 ans, la coronaropathie, l'AVC, les risques thromboemboliques et le syndrome métabolique. Donc, les patientes qui font de la prééclampsie, maintenant, on sait qu'elles ont une augmentation du risque d'atteinte vasculaire et qu'elles nécessitent une surveillance quand elles vont dépasser les 45-50 ans et notamment au moment de la ménopause. Donc, attention, avant on disait le diabète gestationnel, c'est pas grave. Maintenant, on sait que le diabète gestationnel, c'est compliqué.
ça veut dire qu'il va falloir surveiller les patientes. C'est pareil pour la prééclampsie. Il y a augmentation du risque cardiovasculaire au-delà de 30%. Donc, la MAT de la grossesse, elle est secondaire. Je vous ai dit que le déficit absolu en ADAMTS13 est exceptionnel. Et puis, il y a un profil particulier qui fait le lit de la MAT. Le déficit en ADAMTS13, une hyperfibrinogénémie de la grossesse dans le cadre du syndrome inflammatoire. Il y a une augmentation de la sécrétion du facteur von Willebrand. Et puis, dans la grossesse, il y a une diminution des anticoagulants physiologiques que sont l'antithrombine et la protéine S. Et donc, tout ça fait le lit d'une MAT plus facile s'il y a une hypertension artérielle et notamment une prééclampsie. Donc, on termine le cas clinique et puis après, j'arrêterai. Donc, l'évolution de notre patiente, elle va être traitée avec un contrôle tensionnel parfait par Trendat-Loxène, puis introduction des IEC, l'évolution de la cicatrice de César est nickel. Et puis, il persiste l'oligurie, puis sa fonction rénale continue de s'aggraver. Vous voyez, le 30 septembre, on l'avait prise en charge le 25, 0,9 d'urée, 16 de créate, puis 1 g de d'urée et 20 de créate. Le potassium reste élevé. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, quand vous avez une cytolyse, elles ont généralement une augmentation du potassium due à la libération cellulaire du potassium. Pareil pour la phosphorémie, c'est des signes indirects qui vous font évoquer aussi la lyse et notamment l'hémolyse. Là, vous voyez, les LDH sont à 1700. Le foie va mieux, avec probablement secondaire au contrôle tensionnel. Les azates à 300, on était à 800, les alates à 143. Par contre, on a un contrôle tensionnel nickel et puis les plaquettes continuent de baisser, ce qui est complètement pas normal. Si votre contrôle tensionnel est parfait, normalement, vos plaquettes au 3e jour, elles remontent. Il reste une apto-effondrée, l'hémoglobine continue de chuter, le TP et le TCA sont allongés, elle a 3 grammes de fibrinogène, des dédimères à 7. L'antithrombine est normale pour la femme enceinte, mais la protéine C est un peu baissée, ainsi que la protéine S. Et puis l'antithrombine, vu le syndrome inflammatoire, elle devrait être un peu plus élevée. On fait une électrophorèse des protéines sérées qui retrouvent le néphrotique, hypoprotidémie, hypocéromalbumine, une hypogamma-globulinémie. Elle a des ANCA et des ANA qui sont négatifs. La voie classique du complément est normale. La vitamine B12 et les folates sont normaux, mais limite basse. Et puis, le dosage de l'ADAMTS13 revient à inférieur à 1% avec un taux d'inhibition à 100% et sans anticorps retrouvés. Concernant le traitement et puis le diagnostic que vous évoquez, quelles sont les propositions exactes? Le diagnostic de PTT peut être évoqué. La prise en charge thérapeutique nécessite la réalisation de plasmaphérèse. L'échange d'une masse plasmatique est suffisant toutes les 48 heures. Du fait de la césarienne récente, la transfusion plaquettaire est indispensable. La prescription de plasmaphérèse est suffisante. Ouais, vas-y. Donc, vous avez bien répondu pour ces questions. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, le diagnostic de PTT peut être évoqué, oui, bien sûr, il peut être même affirmé avec une ADAMTS13 inférieure à 1%. Du coup, la prise en charge thérapeutique, bien sûr, c'est les plasmaphérèses au plasma frais, avec pas une masse plasmatique, c'est une masse plasmatique ennemie. La transfusion de plaquettes, quand vous êtes avec une MAT, elle est contre-indiquée et on ne transfuse jamais plaquettes. On aggrave la MAT si on transfuse des plaquettes. Donc, vraiment, c'est jamais. On peut mettre un cathé
fémorale ou centrale avec des plaquettes basses. Hein. C'est des patientes qui vont coaguler et non pas thromboser et non pas saigner. Donc, vraiment, contre-indication aux plaquettes qui aggravent la mat. Donc, surtout, vraiment, pas de plaquettes. Et puis, la prescription de plasmaphéreuse est suffisante. Non, hein, il faut y adjoindre les thérapeutiques associées qui sont le Ritux et puis les corticoïdes, etc. Je ne reviendrai pas sur la stratégie thérapeutique, je vais passer rapidement. Simplement pour la plasmaphéreuse, hein, donc il faut échanger au moins une masse plasmatique à 2 volumes plasmatiques par échange et restituer au PFC. Ça fait à peu près 60 ml par kilo de PFC et c'est tous les jours, hein, c'est vraiment une urgence. Et donc, c'est tous les jours jusqu'à ce que les plaquettes soient au-delà de 150 000. Puis après, on décroît progressivement. Il y a peu de complications sur la plasmaphéreuse. Il faut y adjoindre le rituximab, le cablasizumab et puis les corticoïdes. Donc, en général, c'est plasmaphéreuse quotidienne jusqu'à 150 000 plaquettes, corticoïdes 1 mg par kilo et par jour, le Ritux J1, J4, J8 et J15 à la fin des plasmas et le cablasizumab 10 mg avant la seconde plasma, puis tous les jours en sous-cutané jusqu'à ce que la dame stress soit supérieure à 20%. Donc, en fait, notre patiente, elle a récupéré sa fonction rénale avec ce traitement et la thrombopénie très rapidement. Elle a pu sortir le 8 octobre sans aucune complication. Alors, ce qui est très intéressant chez elle, c'est que la dame stress était inférieure à 1% quand on a dosé à la phase initiale, mais en fait, elle a récupéré spontanément avec l'accouchement. Et même avant les plasmaphéreses, quand on l'a dosée, elle était déjà remontée à 76%. Donc, c'est vraiment le déclenchement d'un PTT par la grossesse. Et comme on peut voir, et comme c'est classiquement décrit et qu'il faut savoir évoquer. Elle est sortie à 7,6 d'hémoglobine, des LDH à 148. Les schizos étaient encore à 2-3%, mais cette plaquette était remontée à 224 000 avec un BH normal. Et puis, on avait bien sûr le contrôle tensionnel avec une trithérapie par voie orale. Voilà, donc au total, la première cause de mat au cours de la grossesse, c'est bien sûr le syndrome HELP, mais bien sûr le diagnostic différentiel, et j'espère vous en avoir convaincu avec le PTT ou le SHU, est difficile. Il faut penser toujours au syndrome catastrophique des antiphospholipides. Toute mat cliniquement symptomatique doit faire interrompre la grossesse. La non-correction de la thrombopénie après J3 est en faveur d'un PTT ou d'un SHU, vous devez le rechercher. Et puis, dans le doute, prenez avis auprès des équipes entraînées pour discuter les traitements, la surveillance et qu'est-ce qu'il faut proposer. Je pense que vous avez rencontré comment ils s'appellent moi, mais surtout Alexandre qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un problème de diagnostic pour ces patientes ou besoin d'aide pour ces patientes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette super présentation. Donc, vous pouvez vous poser vos questions sur le chat. J'avais une première question. Alors, il faut que je vois le chat. Lors d'une prochaine grossesse. Et est-ce qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, on vous les posera. D'accord. Je peux arrêter le partage d'écran, je ne sais pas comment on fait. Bref, c'est pas grave. Je t'écoute. Alors, concernant les récidives pour une prochaine grossesse et puis l'allaitement pour ces patientes. Alors, l'allaitement, nous, on ne contre-indique jamais l'allaitement. Souvent, elles sont très fatiguées. Elles n'ont pas forcément de montée de lait. Donc, pour moi, il n'y a aucune contre-indication, mais il faut entretenir. Et donc, il faut le tirer très rapidement. Et voilà. Donc, aucune contre-indication pour l'allaitement. On fait le tire-lait. Elles ne donnent pas le lait tout de suite, surtout quand il y a les antihypertenseurs par voie veineuse. Mais très vite, elles peuvent allaiter. Et concernant le risque de récidive pour le HELP,
Il y a peu de risque de récidive. Par contre, pour le PTT, etc., il y a un risque de récidive aux grossesses suivantes. Mais c'est compliqué, hein, c'est toujours compliqué de leur dire qu'il va falloir. Donc, on les surveille de manière très rapprochée sur les grossesses suivantes. Et puis, voilà. Mais souvent avec un traitement adjuvant pendant la grossesse. Mais pour le HELP, il y a peu de risque parce que c'est dans le cadre de l'après-éclampsie. Il y a une question de Victor. Donc, sur la transfusion de CGR, PFC ou fibrinogène, est-ce que c'est les seuils classiques où il y a des particularités? Chez la femme enceinte? Alors, je pense que c'est dans le cas des complications de la femme enceinte, j'imagine. Peut-être que Victor... Non, il n'y a pas de seuil particulier. Il n'y a pas de seuil particulier. La seule chose, c'est que quand il y a une suspicion de Chag, on ne transfuse pas de fibrinogène. Si elle ne saigne pas, moi, je ne transfuse pas, que ça soit, si on n'est pas dans la situation hémorragique, on les surveille. Elles sont capables, après l'accouchement, de guérir et de régénérer toutes seules. Donc, je ne transfuse jamais de fibrinogène sur un Chag parce que ça va être un critère de surveillance de la récupération hépatique. Donc, hormis l'hémorragie de la délivrance, et ça, vous avez vu avec Mathias, où il y a là où on va transfuser, sinon on ne transfuse pas, on surveille, sauf quand elle saigne. Alors, quand elle saigne, c'est les seuils classiques, il faut les maintenir au-dessus de 1 gramme de fibrinogène, les plaquettes au-dessus de 20 000, et puis les globules rouges, on transfuse à un seuil de 7 grammes, en sachant qu'elles sont souvent très fatiguées et que, voilà. Mais surtout penser au folate et à la B12. Juste, merci. Quand tu as une patiente qui a un HELP et un hématome sous-capsulaire du foie, on est d'accord que tes seuils transfusionnels, tu ne transfuses pas de plaquettes ou tu transfuses des plaquettes du coup? Moi, je ne transfuse pas de plaquettes sauf si elle est en train de saigner, mais sinon, je ne transfuse pas de plaquettes parce qu'elle va aggraver cette thrombose. Donc, si l'hématome est circoncis, c'est tout, quoi. Tu vois, elle fait son hématome, point, ça s'arrête de saigner, c'est tout. S'il continue de saigner, on ira éventuellement à l'embolisation, mais c'est quand même chaud bouillant. Hein. Ouais, d'accord. Et souvent, l'hématome, en fait, comme il est dans la capsule, il va s'arrêter tout seul. D'accord? Et voilà. Par contre, s'il y a une rupture, par contre, c'est intervention chirurgicale. Généralement, c'est l'état de choc hémorragique, c'est le packing. On y retourne 2 jours après. Très bien. Il y a une question d'un spectateur anonyme. Pourquoi ne pas utiliser les anti-PDE5, sildenafil, tadalafil, comme anti-HTA dans le cadre de la pré-éclampsie en postpartum, comme évoqué au dernier webinaire? Ouais, alors Alexandre, il en a une grande habitude et voilà. Et moi, je n'ai pas cette habitude-là, donc c'est pour l'instant les recommandations qui ont été faites ne mettent pas encore le sildenafil et ces traitements-là en première intention. Donc, je n'ai pas mon expérience, je peux pas je peux pas les recommander comme lui, mais je pense que ça peut être très intéressant. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Je parle aux participants. Peut-être une dernière question, finalement, le continuum, alors j'ai peut-être pas bien compris, hein, mais le continuum entre HELP, pré-éclampsie, éclampsie, c'est toujours la même maladie? C'est des maladies différentes probablement, un peu comme on a découvert avec la MAT primitive? Ouais, je pense que c'est des terrains particuliers, du coup, des expressions différentes d'un primum movens identique. Qui est le même. D'accord. Ah ouais. Et qui est de quelle origine finalement? Endothéliale probablement, mais on ne sait pas trop quoi, c'est ça? Ouais, endothélial. Et un terrain particulier parce que souvent, il y a quand même une histoire familiale. Hein. Sur la prééclampsie, il y a vraiment une histoire familiale, donc il y a un terrain vraiment particulier. Les HELP, il y a beaucoup moins d'histoire familiale. Il y a probablement un autre terrain. Et la coagulation qui vient vraiment... Voilà. Donc, moi, je dirais que, en tout cas, l'histoire prééclampsie et éclampsie, c'est la même pathologie. Le terrain HELP, pas tout à fait le même. Bon, merci beaucoup. Cécile, je te laisse peut-être conclure du coup.
Donc merci, merci donc au professeur Jourdain pour cet exposé extrêmement clair. Merci à vous pour votre attention et donc les webinaires continuent mardi prochain. Alors c'est plus des webinaires adressés au programme des phases socles, mais vous êtes aussi les bienvenus. Merci Dominique pour la comodération et puis bonne soirée à tous. Merci à tous. Au Merci, revoir. merci, au revoir.